Sud Radio, la France de Polonie. La France de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Patrick. Nicolas Sarkozy, donc on vient de le dire, un ancien président de la République en garde à vue. C'est tout de même potentiellement un sacré séisme quand même, non? On verra ce qu'il en sortira, mais le fait en lui-même est majeur. Alors bien sûr, on a vu son camp politique balayer ça. Laurent Wauquiez, qui aurait pu se désolidariser, qui a parlé d'une procédure humiliante et inutile. Il sait à quel point Nicolas Sarkozy reste populaire auprès des militants, dont il quête le soutien d'ailleurs. Mais au-delà de l'établissement des faits, qui n'appartient qu'au juge, on peut faire quelques remarques. La première, c'est que le financement des campagnes électorales est de plus en plus contrôlé. On n'est plus au temps où les principaux partis utilisaient la construction de centres commerciaux ou l'immobilier pour se faire verser des commissions. Il y a eu aussi les grandes entreprises publiques, on se souvient de l'affaire Elf. Et puis il y avait les ventes d'armes avec leurs rétrocommissions, en gros les intermédiaires qui jouaient un rôle officiel dans la vente et qui se voyaient attribuer une commission et qui en reversaient une part aux partis en question. Et puis enfin, il y avait les fonds secrets, normalement destinés aux opérations de la DGSE, aux primes des cabinets ministériels, mais qui étaient mis de côté en période électorale. Alors tout ça est à peu près fini, sauf pour ceux qui considèrent que le financement public de 22 millions, c'est pas suffisant pour une campagne à l'américaine avec meeting pharaonique. Oui, sauf que là, il ne s'agit plus d'une affaire intérieure, Natacha. Et bien c'est bien le problème. On parle d'un régime dictatorial, de personnages douteux, d'intermédiaires véreux. Et si on ne sait pas ce qu'il en est de ce financement, on peut dire au moins une chose. Des personnages comme Alexandre Jory, proche de Nicolas Sarkozy, mais aussi de Dominique de Villepin, sont la honte de la République. Ils ont toujours existé, mais on n'en faisait pas des amis et on ne les recevait pas à l'Élysée. Oui, et puis il y a la question du rôle de la France après cette campagne. C'est ce qui nous oblige à faire toute la vérité. Parmi les protagonistes, on a un ancien ministre libyen retrouvé mort à Vienne, un autre qui vient d'échapper à une tentative d'assassinat, Mouammar Kadhafi qui a été éliminé avec l'aide des services français en outrepassant le mandat de l'ONU, et son fils qui ressurgit aujourd'hui miraculeusement pour accuser Nicolas Sarkozy. Et pendant ce temps, la Libye est en proie à une barbarie sans nom. Ses armes se sont disséminées dans le Sahel et des migrants y sont torturés, réduits en esclavage. Alors on ne peut qu'espérer vraiment que tout ça n'a rien à voir avec une élection présidentielle française. Oui, absolument. L'affaire, elle est évidemment très présente dans les journaux du jour avec plein de précisions que va nous donner tout de suite Natacha Polony. Voici la revue de presse. Polony sans filtre. Alors évidemment, moi devinez Natacha, je réfléchis, je lève les yeux au ciel, Nicolas Sarkozy au menu de la revue de presse ce matin. Oui, figurez-vous, il y en a un peu dans les journaux. Eh ben il paraît, ouais. Non. Alors c'est même en une de Libération, un Sarkozy, le retour aux affaires. Oh là là, quel jeu de mots. Ouais. C'est à peu près d'ailleurs la tonalité de tous les éditoriaux. Dans l'Union, Gilles Grandpierre écrit « Nicolas Sarkozy, paraît-il, préparait son énième retour en politique. On le voyait partout, à la télé pour parler littérature ou cancer des enfants, au Sénat pour évoquer la révision constitutionnelle de 2008. Et puis voilà qu'il revient, en effet, mais comme lui-même ne s'y attendait pas. Les petits pois, c'est une allusion à ce qu'il avait dit sur les magistrats. Les petits pois se mangent froid, qu'on voit ici en une de l'Union. Exactement. Et ça, c'est en effet, ça ne l'aide certainement pas dans ses rapports avec la justice. La République des Pyrénées nous dit, quelle que soit l'issue de la garde à vue de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, l'ancien président de la République est cerné par suffisamment de procédures judiciaires pour que son quinquennat demeure l'un des plus troubles de la Ve République quant au rapport de l'Élysée avec l'argent. Ouais. C'est tout de même, en effet, on atteint un degré là, la presse estime qu'il est quand même nécessaire de se poser quelques questions. Dans la Charente libre, Maurice Bontinck en rajoute. La garde à vue présidentielle n'est qu'une suite logique qui signifie juridiquement qu'il y a des raisons plausibles de soupçonner son implication. Ça, c'est le terme exact. C'est l'une des rares bonnes nouvelles, nous dit Maurice Bontinck. Le journalisme d'investigation et la liberté de la presse ne s'usent que si l'on ne s'en sert pas. Idem pour l'indépendance de la justice. Et dans la Nouvelle République, Denis Domain pousse encore un petit peu le curseur. Jusqu'ici, le feuilleton Bettencourt et la baudruche un peu dégonflée de Big Malion tenaient du vaudeville. Là, le dossier paraît plus sérieux et mieux lesté avec ses valises de très gros billets, ses intermédiaires crapuleux et ses disparitions suspectes, jusqu'à celle de Kadhafi, dont le fantôme vient aujourd'hui réclamer sa dette. Et puis, nous dit Denis Domain, il y a cette campagne zélée en Libye, et c'est bien tout le problème. En effet, personne ne peut faire abstraction de cela. Dans Sud-Ouest, Yves Arte écrit « Derrière l'ombre du financement surgit
surgit un soupçon bien plus grave, bien plus terrifiant. Pourquoi brusquement la France de Nicolas Sarkozy décida de prendre la tête d'une intervention internationale et outrepassa sa mission initiale jusqu'à l'élimination du leader libyen? Toutes ces questions, elles se posent d'autant plus que, donc on l'a dit, les intermédiaires douteux ont quand même un taux de survie assez faible. Vous en parliez à l'instant et le Canard enchaîné revient là-dessus. L'enquête passe par les hostos. Et oui, 2 témoins clés sont actuellement en réanimation. Donc Alexandre Joury, vous le disiez, il a été arrêté à Londres le 8 janvier en résidence. Il était en résidence chez ses enfants là jusqu'à présent, en attente d'extradition. Eh bien, il a été hospitalisé en urgence le 16 mars pour un malaise cardiaque. Et puis Béchir Saleh, donc le grand argentier de Kadhafi, 6 balles dans le corps le 23 février à Johannesburg. Là aussi, il est en réanimation. Alors justement, ces deux-là, ils s'étaient vus avec Bernard Spartini. Des assassinats précédents. Voilà, ancien patron donc du renseignement. Ils s'étaient vus tous le 3 mai 2012. La date est quand même pas anecdotique. Et là, Béchir Saleh, qui était sous un mandat d'arrêt international, a quand même réussi à fuir la France. Tout ça est quand même très étonnant. Le 3 mai 2012, donc entre les 2 tours Exactement. de l'élection présidentielle, Voilà. Nicolas Sarkozy contre François Hollande. C'est ballot, oui, voilà. Ah ouais, c'est vrai que c'est une étonnante coïncidence de calendrier quand même. Il y a beaucoup de choses étonnantes dans ce dossier. On parle beaucoup d'argent ce matin, mais pas que de l'argent de la politique et des campagnes électorales, également un peu l'argent des contribuables, même si souvent les deux se rejoignent, hein, Natacha. Oui. Ah oui, Et sauf que là, évidemment. c'est par un autre biais. Hein. C'est vraiment l'argent des contribuables. C'est Le Figaro qui publie donc une interview de Guillaume Chiche. Et oui, Guillaume Chiche, le député La République En Marche, qui veut supprimer L'auteur le du quotient fameux rapport, familial. oui. Voilà. Et alors, il parle de créer une protection sociale des familles par la fusion des allocations et du quotient familial, ce qui créerait une enveloppe de 24 milliards. Alors évidemment, dès le premier enfant, on toucherait une allocation, parce que ce qu'il explique, c'est que c'est dès le premier enfant qu'on observe une précarisation des familles. Et donc, il s'insurge, assez classique, contre le fait que les grands gagnants du quotient familial seraient les plus riches. Alors ça fait réagir dans l'opinion Olivier Auguste, hein, c'est l'édito de l'opinion. Olivier Auguste qui nous dit simplification allant de pair avec le prélèvement à la source, le financement d'une hypothétique allocation familiale dès le premier enfant ou un recentrage sur les moins aisés. La majorité pourra bien l'emballer. La suppression du quotient familial qui démange les députés La République En Marche ne serait rien d'autre qu'une hausse de l'impôt sur le revenu. Bien sûr. Et hausse massive, nous dit Olivier Auguste, sur l'ère de la justice sociale, ritournelle, obsédante du quinquennat précédent. L'effort des classes moyennes supérieures, nous dit l'opinion, en serait donc augmenté. Alors l'opinion ne s'intéresse pas qu'à cet aspect de l'argent des contribuables, puisque sa une, c'est transport, fac, santé, le prix fou de la gratuité. L'opinion parle même de manipulation et nous cite cette phrase des économistes, « There is no free lunch ». Ça veut dire que il n'y a pas de déjeuner gratos. Voilà, on ne pas gratis. Mais oui, ça marche pas. Et donc, l'opinion nous explique qu'en fait, il y a surutilisation d'un service quand il est gratuit, ce qui fausse la loi de l'offre et de la demande, et ce qui fait que, du coup, les contribuables sont incités à aller plus utiliser ça renchérit le coût. Bref, c'est une réaction à la proposition d'Anne Hidalgo sur la gratuité des transports à Paris. On va en reparler, mais sans Exactement. compter que souvent, ce sont les plus aisés qui profitent des services gratuits au détriment des plus pauvres. Voilà, alors simplement, il faut peut-être différencier les transports, où on a besoin que les gens utilisent cela, et la santé, où là, ça crée en effet des surcoûts. Alors Libération, en effet, cible sur Anne Hidalgo, transport collectif, la gratuité sur de bons rails. Il paraît que ça aide à la mobilité quand un centre-ville est en déclin, mais ça marche à Dunkerque. Est-ce qu'à Paris, c'est vraiment le même problème? Alors le Figaro attaque évidemment, en difficulté. Anne Hidalgo tente un coup de poker à Paris et le Figaro nous parle de mesures de diversion, voilà. Et surtout, comme c'est étonnant, sans aucune concertation. C'est bizarre, ça lui ressemble pas, dis donc. Allez, 30 secondes pour l'article du jour, Natacha. Bien, je vous en ai parlé hier et les Échos en font leur une, c'est pas anodin. Facebook, l'accusé planétaire. Oui. Mais en fait, l'article très intéressant à lire ce matin, c'est un tout petit article dans Le Monde qui parle du Fukushima du Big Data. Et il rappelle d'abord le 8 mai 1842, déraillement à Meudon du Paris-Versailles, donc toute jeune ligne de train qui vient d'être ouverte. Et il y a eu une centaine de victimes, dont le fameux explorateur Dumont d'Urville, Alfred de Vigny à l'époque. Celui qui a ramené la Vénus de Milo. Mais oui, et Alfred de Vigny parle du sacrifice horrible fait à l'industrie. Mais en fait, ça n'a pas empêché le train d'évoluer, d'être adopté et de s'améliorer sur le plan de la sécurité. Alors qu'il y a d'autres cas, Fukushima par exemple, et bien là, il y a eu une prise de conscience qui va certainement faire refluer le nucléaire. Alors ce qu'il nous dit, c'est que l'accident avec la voiture Uber qui a tué une piétonne, ça relève du premier cas, le train.
Et ça veut dire que ça n'empêchera pas cette technologie d'évoluer. En revanche, quand on s'aperçoit pour Facebook que les modèles de réseaux sociaux gratuits reposent sur l'exploitation commerciale des données personnelles, et bien là on s'aperçoit que c'est vicié dès le départ. Natacha Polony tous les matins dans La République.